Les ministres de la Défense des 7 pays de la coalition se sont réunis à Paris avec l'objectif, vous l'avez dit, d'accroître les efforts. On va en parler dans quelques instants, mais avant, faisons le point sur les positions de Daesh avec Laure Wagner. L'État islamique voit le jour le 29 juin 2014 à Mossoul. Sous l'impulsion de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, l'organisation terroriste d'idéologie salafiste proclame l'instauration d'un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie dans une vidéo de propagande rendue publique. Vos frères combattants, Dieu leur a donné la victoire après de longues années de djihad et de patience. Pour qu'ils atteignent cet objectif, qu'ils annoncent le califat et qu'ils y installent un calife. Mossoul, deuxième ville d'Irak, vient de tomber dans les mains des djihadistes qui ont également conquis Raqqa, capitale d'une province syrienne quelques mois plus tôt. C'est autour de ces deux villes que l'organisation de l'État islamique va construire son État et étendre son influence en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, les territoires de Daesh vont de Mossoul jusqu'aux portes d'Alep, la deuxième ville de Syrie au nord. Au sud, l'organisation contrôle une zone allant de Falloujah à 69 km de Bagdad jusqu'à Palmyre, conquise en mai 2015, et carrefour stratégique sur la route de Damas. Les frappes, menées par la coalition internationale depuis l'été 2014, ont permis de récupérer quelques villes notoires aux djihadistes. Kobané en janvier 2015 et Tikrit au mois d'avril. La résistance kurde aussi a porté ses fruits. En juin, la ville de Tal Abyad à la frontière turque est libérée. Enfin, l'armée régulière irakienne, aidée par les frappes de la coalition, a repris le contrôle des villes de Sinjar en novembre et Ramadi en décembre dernier. Mais l'EI contrôle toujours de nombreuses régions d'Irak et de Syrie et couvrirait une superficie totale de 78 000 km², selon le centre d'analyse londonien IHS Janes 360. Un chiffre à prendre comme un ordre de grandeur, étant donné le manque de données précises sur le terrain. L'organisation terroriste s'appuie sur une administration et sur des sources de financement solides. Son budget annuel est estimé à 2 milliards de dollars. Parallèlement, elle mène une propagande efficace afin d'inciter toujours plus de combattants étrangers à rejoindre ses rangs. Selon l'ONU, 110 pays fournissent des soldats à l'EI aujourd'hui. Daesh exerce aussi son influence au-delà des territoires qu'elle contrôle. Des cellules actives de l'organisation existent en Turquie et dans certains pays du Golfe, tandis que des groupes djihadistes lui ont prêté allégeance au Nigeria, en Libye, en Égypte, en Afghanistan et au Pakistan. Enfin, avec les attentats spectaculaires perpétrés à l'étranger, et notamment en France l'année dernière, elle a montré sa capacité à agir au-delà de ses frontières et à être prise comme une menace très sérieuse par les démocraties occidentales. Jean-Yves Le Drian, 2014 aura été l'année de la conquête pour Daesh, 2015 l'année de la riposte, 2016 sera-t-elle l'année de la déroute pour l'État islamique ? D'abord un point sur le président de la République. Vous avez dit tout à l'heure, François Hollande est un président guerrier. Ce n'est pas un président va-t-en-guerre. La réalité, c'est que c'est un président qui assure la sécurité des Français et qui prend les moyens pour assurer la sécurité des Français. Parce que ce qui est en jeu, c'est la sécurité de notre pays. Et on l'a vu malheureusement lors des derniers attentats. Oui, je voulais le dire en commençant parce qu'il faut... On en reparlera, mais il faudra peut-être faire un choix à un moment. Soit dit de manière très claire. C'est bien de notre sécurité dont il est question. Et pour assurer notre sécurité, il faut agir avec les pays amis. Il faut agir pour protéger certains pays amis qui, s'ils étaient détruits ou menacés gravement, à la fois nuiraient à leur propre sécurité, mais aussi à la nôtre. Et c'est cet état d'esprit-là qui anime le président de la République depuis son arrivée en 2012 et dans les différentes interventions que la France a pu être amenée à faire. Alors, pour revenir sur Daesh, le reportage le montre bien, il y a deux aspects dans Daesh. C'est une hydre à deux têtes. C'est à la fois une espèce de proto-État qui s'est instauré au-delà des frontières de la Syrie et de l'Irak pour créer, avec une armée terroriste, ce que j'appelle une armée terroriste, un gouvernement totalitaire qui se dote de moyens
presque étatique, une fiscalité, un mode d'organisation, et qui veut s'étendre pour créer le califat. Ouais. C'est d'une part ça, et c'est d'autre part une volonté, à partir de combattants formés sur le territoire conquis par Daesh, former des combattants qui ont pour destin d'aller frapper les pays occidentaux, la France en particulier, uniquement parce qu'elle l'est, pour créer des actes barbares, pour créer des violences, uniquement parce que ce pays, le nôtre, a des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs et au totalitarisme défendus par Daesh. C'est deux choses en même temps. Et c'est ce qui rend complexe, mais aussi très menaçante cette existence. Vous le dites, il y a un combat qui est militaire, mais il y a aussi un combat sur le front idéologique. Et perdre du territoire, puisque la ville de Ramadi, on l'a vu, a été reprise à plus de 75-80%, c'est réduire aussi le mythe du califat. Oui. Donc c'est un début de... Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le bon moyen de casser la logique géographique du califat, qui est un des aspects forts de Daesh, ça serait d'éviter que entre la Syrie et l'Irak, il puisse y avoir ces mouvements de bascule de forces armées de l'État islamique, et de rompre l'axe Mossoul-Raqqa. Ce serait aussi une bonne manière de rompre avec l'idéologie du califat. C'est-à-dire qu'avec une action militaire, on rompt aussi un concept idéologique. Nous n'y sommes pas, mais les deux sont liés, et je milite beaucoup pour ma part, je l'ai dit hier, au cours de la réunion des ministres de la Défense qui étaient réunis à Paris, qu'il fallait agir d'urgence pour rompre cette logistique-là, pour à la fois casser les liens militaires qui existent entre Mossoul et Raqqa, mais en même temps casser une partie de l'idéologie du califat. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, plus on frappe sur l'organisation État islamique, plus on rompt ses axes logistiques, plus on réduit sa logique d'expansion territoriale, plus finalement on nourrit l'idéologie? On a l'impression que plus les armées occidentales s'affrontent à l'organisation État islamique, plus on voit des foyers naître sur la planète. Non, et oui. Non d'abord. Parce que ce qui fait le soutien de Daesh, ce sont d'abord les populations sunnites préexistantes et qui ont été rejetées par le gouvernement de M. Maliki au moment où les Américains ont quitté l'Irak, qui ont été rejetés, même méprisés, et donc qui ont rejoint un peu naturellement dans leur tradition sunnite M. al-Baghdadi lorsqu'il a créé ce mouvement. Ça, c'était une première zone. Ces tribus-là peuvent éventuellement rejoindre ensuite un gouvernement irakien inclusif une fois que Daesh aura laissé ses conquêtes de côté. Il y a cela, puis il y a aussi les anciens de Saddam Hussein, toute l'histoire du parti basse irakien qui constitue un autre bloc. Et puis vous avez les fondamentalistes djihadistes comme le leader al-Baghdadi et ceux qui l'entourent, et puis les combattants étrangers, qui sont quand même nombreux. On estime aujourd'hui les combattants de Daesh à 35-40 000 combattants. Parmi eux, 12 000 au moins combattants étrangers qui viennent de partout. Le reportage le dit, 110 pays, et qui ne viennent pas uniquement de France, même s'il y a des Français qui ont pensé utile de trouver là un destin, même si aussi 150 Français ont été tués dans les opérations militaires, parce que ces combattants étrangers sont généralement à l'avant des combats, placés là par les dirigeants militaires de Daesh. D'ailleurs, est-ce que ce flot tente à se réduire ou est stable ou augmente encore? Parce qu'il y a des jeunes Français, des jeunes Allemands, des jeunes Européens. Oui, mais il y a aussi des jeunes Russes, des jeunes Australiens, des jeunes Tchétchènes, des jeunes Tunisiens, des jeunes de partout. Et ce qui est malheureusement à constater, c'est que ce flux-là reste intact. Stable. Moins en provenance d'Europe qu'auparavant. Des mesures qui ont été prises, en particulier en France, par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont permis de limiter ces mouvements d'émigration militaro-idéologique vers la Syrie, mais d'autres prennent le relais. J'étais hier avec la ministre de la Défense d'Australie qui me dit « Moi, j'ai des Australiens qui viennent. » Et puis, quand je vais en Malaisie, il y a peu de jours, le ministre de la Défense de Malaisie me disait « Mais oui, j'ai des Malaisiens qui vont aussi faire ce combat-là. » Donc, il faut combattre
aussi cette idéologie-là. Et le combat, il passe par remettre les fondements de Daesh en cause, détruire Daesh, qui est notre ennemi. C'est l'ennemi du peuple irakien, c'est l'ennemi du peuple syrien, mais c'est aussi l'ennemi de la France. Alors, c'est le principal ennemi aujourd'hui. Sur le plan militaire, il y avait donc cette réunion à Paris, autour de vous, de 7 pays membres de la coalition. Mais au sol, il y a des troupes kurdes et des troupes irakiennes. Donc comment faire qu'il y ait davantage peut-être de troupes au sol? Est-ce que ça n'appelle pas autre chose que cette coalition qui s'est réunie hier? Est-ce que ça n'appelle pas une autre attitude des Russes? Est-ce que ça n'appelle pas une autre attitude de l'Iran? Est-ce que ça n'appelle pas une autre attitude de la Turquie? Je pense que la réunion d'hier était très importante. D'abord parce qu'il fallait qu'elle ait lieu. Il était anormal que la coalition ayant été initiée en août septembre 2014, nous sommes en 2016, que le ministre de la Défense des principaux pays concernés ne se voient pas pour parler ensemble à la fois du bilan et puis des perspectives d'action pour l'avenir. La Turquie n'était pas présente. C'était les 7 pays les plus actifs, non, pas uniquement les membres, pas obligatoirement les membres de l'OTAN, pas à ce titre-là. Oui, mais l'OTAN n'est pas dans l'opération. Ce qu'on a pu constater, c'est d'abord, mais vous venez de l'évoquer, c'est que Daesh a reculé. Et la stratégie qui consiste en Irak, en particulier, à dire nous formons les forces kurdes, nous formons les forces de sécurité irakiennes, les FSI, pour qu'elles puissent reconquérir le territoire qui a été kidnappé par Daesh. Et nous appuyons par ailleurs leurs opérations par des frappes aériennes. Cette stratégie-là, elle commence à payer, puisque Daesh a perdu 15% du territoire que l'État islamique avait conquis au moment de son offensive vers Bagdad et vers Erbil. Rappelez-vous qu'à l'époque, on a craint pour Bagdad et que la volonté du califat, c'est d'intégrer Bagdad. Si le leader s'appelle al-Baghdadi, ce n'est pas un hasard. Donc cette stratégie-là, il faut la poursuivre et nous la poursuivrons. Il faut sans doute l'accentuer, mais elle commence à donner des résultats. La prise de Ramadi en est un exemple frappant, puisque ça a été repris par les forces irakiennes. La situation est différente en Syrie. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je le disais en commençant qu'il faut rompre l'axe Mossoul-Raqqa pour éviter trop de mouvements de bascule. La situation est différente en Syrie, même si Daesh ne progresse plus. Daesh est bloqué à la fois par les forces de armée syrienne loyalistes de Bachar el-Assad, parce qu'elles ont repris un peu de vigueur du fait du soutien que leur apportent les Russes, mais Daesh est aussi bloqué à la fois par les Kurdes et par les insurgés contre Bachar, mais qui combattent aussi Daesh. Daesh ne progresse plus, mais nous sommes encore loin du compte, et la réunion d'hier a été amenée à adopter un plan d'action qui doit permettre à la fois d'accentuer nos efforts contre les sites militaires, les lieux militaires de Daesh, qu'ils soient en Syrie ou en Irak, mais aussi contre les sites pétroliers ou d'autres sites qui permettent à Daesh d'avoir des ressources financières. Est-ce que l'autre étape aussi, c'est la reprise de Mossoul, très, très grosse ville, et d'ailleurs, dans ces circonstances, est-ce que la France, par exemple, pourrait fournir des hélicoptères pour l'instant, la France est au rendez-vous des capacités qui lui sont demandées. D'ailleurs, la France est, après les États-Unis, le seul pays qui ait, l'ensemble des capacités militaires nécessaires. Nous avons à la fois des avions de combat, nous avons un porte-avions, nous avons des outils de reconnaissance aérienne, nous avons aussi des forces qui entraînent au sol les forces irakiennes et les forces kurdes. Et nous sommes, après les États-Unis, les seuls à avoir l'ensemble du dispositif. Je crois qu'il est adapté à la situation. Et pour compléter ce dispositif, Ashton Carter, donc le secrétaire d'État américain, le secrétaire à la défense américain que vous receviez hier, disait les Russes font fausse route. Il voulait dire par là que les Russes persistent toujours à ne pas concentrer toutes leurs forces contre Daesh. Donc, est-ce que c'est votre analyse ou est-ce que vous êtes... Oui, les Russes... D'abord, les Russes sont concernés directement. Parce qu'il y a des russophones dans les foreign fighters, dans les combattants étrangers de Daesh. Nombreux. Y compris ceux qui ont eu, dans le passé, affaire à des combats en Tchétchénie ou ailleurs. Ils sont donc eux-mêmes menacés par ces risques et menacés concrètement par des attentats, puisque l'avion de
de Metrojet qui partait certes de Sharm el-Sheikh, mais qui avait des passagers russes essentiellement. C'était un acte terroriste contre la Russie. Donc ils sont directement menacés. Mais ils font fausse route, nous semble-t-il, parce que même s'il est logique qu'ils soient intéressés par la Syrie, en raison de l'histoire, en raison de positions qu'ils ont acquises sur ce territoire, ils font fausse route parce qu'ils ne concentrent pas leur effort contre Daesh et l'essentiel de leur activité militaire vise à soutenir, à aider Bachar el-Assad à se reconstituer, donc à frapper davantage les groupes insurgés non terroristes, ce qui par ailleurs nous aide à agir aussi contre Daesh. Donc là, il faut qu'il y ait une clarification. Et ce que nous souhaitons de la part de la Russie, c'est la clarification de ses objectifs. L'ennemi, c'est Daesh. Ils le disent, qu'ils le fassent. Est-ce que la clarification commencerait pas justement par la clarification de l'adversaire ? Puisque en réalité, on voit des Russes qui tapent non pas à l'aveugle, mais qui s'opposent à l'adversaire de Bachar el-Assad, mais qui est composé également d'organisations comme Al-Nosra, qu'on sait proche d'Al-Qaïda. Est-ce que ces organisations-là sont moins l'ennemi de la France que le Daesh ? Non, l'ennemi qui frappe la France, c'est Daesh. L'ennemi qui a commis les actes terroristes récemment, mais Al-Qaïda a été l'adversaire de la France au cours de l'année 2015. C'est Daesh, et donc l'ennemi qu'il faut combattre, c'est Daesh, parce que c'est Daesh qui forme des combattants terroristes qui viennent nous menacer. Concernant les insurgés, nous faisons une grande distinction très précise entre les insurgés terroristes, dont Jabhat al-Nusra, qui sont tout à fait infréquentables, et des insurgés qui se sont réunis récemment dans le cadre du processus de Vienne, qui est le processus de paix. Il faut le respecter. J'espère qu'il va avancer. Il y a eu une résolution des Nations Unies qui a été validée à la fin de l'année dernière. C'était la première fois